et bienvenue dans Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Pour cet épisode, c'est moi, Lily, qui remplace momentanément Romain, puisqu'après Doom et avec les rats de Manhattan en prévision, nous avons décidé d'écarter ces choix éditoriaux contestables et d'organiser une mutinerie pour vous parler d'un bon film. Et en bon chef du clan des rebelles, Mathieu a choisi le film qui a laissé Martin Scorsese sans voix à Cannes en 1971, Wake in Fright de Ted Kotcheff. Alors, Wake in Fright, c'est un peu le reflet de mes pires soirées étudiantes, puisque c'est l'histoire d'un mec qui rate son train après une méchante beuverie avec les gars crasseux du coin. Et en effet, le film nous raconte le séjour en enfer de John Grant, un jeune instituteur britannique envoyé au fin fond de l'outback australien par l'éducation nationale. Il n'a qu'une seule idée en tête, quitter ce trou paumé et les ploucs qui l'habitent, au moins pour les vacances de Noël qu'il compte bien passer avec sa charmante fiancée dans la grande ville de Sydney. Sur sa route, il fait escale à Bundayaba, une petite ville minière isolée en plein désert, avec à peu près une meuf pour 5 pélos, et où il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est se déchirer la tête à la bière et parier entre hommes à un jeu de pile ou face. Embarqué dans cette ambiance virile sans retenue, Grant perd tout son argent, se réveille dans une gueule de bois monumentale et se retrouve coincé à Bundayaba jusqu'au prochain départ pour Sydney. Livré à lui-même et sans ressources, le jeune homme bien éduqué se retrouve forcé de compter sur l'hospitalité des Bogan, équivalent australien des rednecks américains, qui l'entraînent dans un quotidien composé d'alcool, de violence, de sueur et de crasse. Là, il croise la route d'un policier assez peu regardant sur le respect des lois, nommé Chuck Crawford, incarné par Chips Rafferty, considéré comme l'incarnation de l'homme australien au cinéma, que l'on a vu dans Les Révoltés du Bounty en 1962, mais aussi dans La Loi du Fouet en 1952, un film déjà centré sur l'austérité de l'outback. Dans sa descente aux enfers, Grant croise aussi la route du Dr Tydon, sorte de reflet de ce qu'il pourrait devenir puisqu'il s'agit comme lui, d'un homme éduqué, projeté en plein outback, mais qui prend un malin plaisir à se laisser aller à son alcoolisme et à toutes les dérives qui en découlent. Tydon est lui joué par une tête bien connue des amateurs de cinéma de genre, en la personne de Donald Pleasence, vu maintes fois chez Carpenter, notamment dans Halloween, où il va poursuivre sans relâche Michael Myers sous les traits du docteur Loomis dans 6 épisodes de la saga. Wake in Fright, c'est un film du Canadien Ted Kotcheff, à qui l'on doit le premier Rambo de 1982, mais aussi Week-end chez Bernie en 1989. Il adapte ici le roman 5 matins de trop de Kenneth Cook, inspiré du village de Broken Hill au sud de l'Australie, où dans un souci de réalisme, Kotcheff va séjourner pendant 3 mois avant de réaliser Wake in Fright. Et il va insuffler dans son film des éléments observés sur place, comme la chaleur harassante, la faible proportion de femmes dans une population majoritairement masculine, l'alcoolisme ambiant, si bien qu'on peut voir les acteurs boire plus de 80 bières dans le montage final, et aussi, attention, trigger warning, une vraie scène de chasse au kangourou, avec une bande de chasseurs ivres-morts au whisky, qui n'est néanmoins pas gratuite, puisqu'elle sert à illustrer la violence et la sauvagerie de ces hommes, livrés à eux-mêmes dans cet environnement désertique. Bien que réalisé par un Canadien, produit par un Norvégien et tourné par une équipe britannique, Wake in Fright va devenir une pierre angulaire du survival australien et même du cinéma de genre australien au sens large, puisqu'il va beaucoup inspirer certains de ses représentants, comme le scénariste Everett de Roche, à qui l'on doit entre autres les scénarios de Long Weekend, Patrick et Harlequin, mais aussi de Razorback de Russell Mulcahy, qui s'occupe moins de nous raconter son histoire de sanglier tueur que de nous faire un remake inavoué de Wake in Fright. Pourtant, Wake in Fright sera assez mal accueilli à sa sortie en Australie, certainement en raison du portrait peu flatteur qu'il dresse de certaines populations locales. Il concourra néanmoins pour la Palme d'Or à Cannes en 1971, où la critique lui réservera un accueil élogieux, avant qu'il ne soit exploité pendant 8 mois dans une salle parisienne. Le public de niche français a effectivement assez bien reçu Wake in Fright. On aura même chez nous une exploitation en VHS sous le titre Savane. Et après ça, le film disparaît complètement des radars pendant près de 40 ans. On l'oublie et ses négatifs disparaissent. Et sa réapparition va s'organiser en 2 temps.
En 1996, la National Film and Sound Archive of Australia, qui s'occupe de préserver les œuvres audiovisuelles australiennes, part à la recherche des négatifs du film, qui sont retrouvés en 2002 à Pittsburgh, aux États-Unis, dans un container destiné à être détruit. Ensuite, en 2008, le documentaire Not Quiet Hollywood de Mark Hartley, consacré à l'exploitation, redonne ses lettres de noblesse au film de Ted Kotcheff et le replace comme inspiration majeure du genre australien. Et c'est certainement l'engouement des cinéphiles et des parties prenantes du cinéma australien qui va motiver une première restauration en 2014 jusqu'à sa restauration 4K toute récente en 2024. Et pour nous parler de ce chef-d'œuvre caniculaire et outrancier, réunis autour d'une pinte de bière et la clope au bec, j'accueille Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut! Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach et du festival Stabaton. Salut! Dario de la team Jumpscare. Hi mate. Et je suis Lily Nelson, rédactrice pour le blog du cinéma. Alors, Mathieu, c'est toi qui as choisi le film de ce soir. Tu as déjà consacré une vidéo à Wake in Fright sur ta chaîne en 2017. C'est Ouais. pas tout récent. Ça date un peu, oui. Mais est-ce que tu as encore des choses à dire sur ce film ? Oui, j'ai pas mal de choses à dire parce que ça fait partie de ces films qui, selon moi, nous réservent encore des surprises à chaque nouveau visionnage. C'est un petit peu comme Massacre à la tronçonneuse. Alors ça, c'est un titre qui va revenir aussi pas mal de fois dans l'argumentaire que je vais essayer de vous raconter. C'est que plus on voit le film et plus on découvre des choses qu'on n'avait pas forcément vues les fois précédentes, alors qu'on en est à notre 10e ou 15e visionnage. Je pensais réellement bien le connaître et j'ai été surpris de découvrir encore des choses que j'avais pas forcément vues les fois précédentes. Moi, c'est un film, comme tu l'as dit, que j'ai découvert via cette espèce d'engouement qu'il y a pu y avoir autour du cinéma d'exploitation australien, donc ce qu'on a appelé l'exploitation, avec le fameux documentaire Not Quite Hollywood, qui en recensait déjà pas mal. Mais ma découverte de Wake in Fright, elle s'est faite à l'Institut Lumière pendant le Festival Lumière, donc il y a, je pense, une dizaine d'années. Et il y avait Ted Kotcheff qui était là, et je savais que j'allais voir un film qui était un petit peu à part, qui était sans doute hors norme, mais je m'attendais pas à prendre une claque aussi monumentale, ouais. Alors généralement, quand on parle de Wake in Fright, il y a un truc en fait qui revient très souvent et avec lequel je suis assez d'accord, c'est le terme de cauchemar éveillé. Cauchemar éveillé parce que c'est un des films les plus solaires et en même temps les plus caniculaires que je connaisse. Et mine de rien, il y a quand même assez peu de films horrifiques au sens large qui prennent place en fait en plein jour. L'autre exemple qui me vient tout de suite en tête quand on parle de films d'horreur entre guillemets caniculaires, c'est Les Révoltés de l'an 2000, donc film espagnol de Narciso Serrador, qui comparativement à Waking Fright paraît presque froid, parce que vraiment Waking Fright, j'insiste lourdement dessus, c'est un des films les plus suffocants de toute l'histoire du cinéma. Et encore une fois, il y a une espèce de lien qu'on pourrait faire avec Massacre à la tronçonneuse, parce que Waking Fright date de 71, Massacre à la tronçonneuse, il est sorti quelques années après. Mais il y a pas mal de liens entre les deux, et je reste très curieux de savoir si, enfin, je sais pas si on aura la réponse un jour vu qu'il est décédé, mais de savoir si Tobe Hooper avait vu ce film-là au moment de réaliser Massacre à la tronçonneuse, parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Bref, au niveau de la chaleur, il y a quelque chose en fait qui m'a frappé au fur et à mesure de mes revisionnages, c'est le fait que non seulement le film est très bien réalisé, très bien joué, enfin tout ça c'est impeccable, mais qu'il y avait une espèce de soin maniaque apporté au niveau du choix des couleurs. Il y a très très peu de couleurs froides dans le film. L'intégralité des couleurs qui sont présentes à l'écran, ça tourne systématiquement autour du orange, du brun, du rouge ou du jaune. Quand il y a des couleurs entre guillemets froides, c'est des bleus qui sont généralement assez proches du bleu du ciel. C'est un bleu ciel qui est vraiment sans nuage aucun, donc vraiment là, enfin, même si c'est une couleur froide sur le papier, ça reste synonyme de chaleur et de chaleur écrasante. Moi, il y a un petit détail qui me fait beaucoup rigoler, c'est que un des rares moments du film où tu vois vraiment une vraie couleur froide, une espèce de bleu foncé, c'est à un moment donné où en fait on est dans une des premières scènes du film qui se passe dans l'espèce de bar où ça picole à tout va, et où en fait John Grant commence à se faire entraîner par le shérif, et c'est un petit peu le début de sa descente aux enfers. À un moment donné, le plan démarre et on voit un gars avec une espèce de t-shirt, de sweat, enfin bleu foncé. Et là, le shérif et John Grant arrivent et le shérif intime en fait au gars de bouger en fait et de lui céder sa place, quoi. Comme si en fait la couleur bleue, le froid n'avait pas du tout sa place au sein de Waking Fright.
Autre chose aussi qui continue vraiment de me fasciner au fur et à mesure de mes visionnages, c'est, comme tu l'as dit Lily, le personnage de Donald Pleasence, qui joue en fait le Doc, qui est peut-être le personnage le plus taré, le plus pervers, le plus nihiliste, le plus odieux en fait du film. Et ce que j'ai remarqué récemment en revoyant le film, c'est que sa première phrase est extrêmement importante, parce que la rencontre se fait au niveau du bar. En fait, le shérif offre à John Grant de quoi manger, et en fait, assis à sa table, il y a le Doc qui est là. Et sa première phrase, c'est « Tous les diables sont fiers de l'enfer ». Et pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise le bonhomme. C'est-à-dire que le mec a conscience d'être en enfer, il a conscience que tout ce qui se passe autour de lui, c'est clairement n'importe quoi, que toutes ces personnes en fait qui sont coincées au fond de l'Outback et qui n'ont pour seule occupation que de picoler et de faire n'importe quoi, et d'ignorer et d'ostraciser complètement leurs femmes qui sont invitées à manger sur la table voisine entre elles, mais à ne surtout pas se mélanger avec le reste des hommes. Il a parfaitement conscience de ce petit jeu-là, mais lui en fait l'accepte à 100%. Il se décrit lui-même comme une espèce d'original, d'anarchiste, d'alcoolique aussi, et c'est quelqu'un qui de base est comme John Grant, c'est-à-dire quelqu'un de civilisé, c'est un mec qui vient de la ville, mais contrairement à John Grant, en fait il a choisi d'être ici. Et ça lui va parfaitement bien, et il accepte de jouer ce jeu-là, il a conscience d'être en enfer, et en fait c'est sa place, quoi. Il a absolument pas envie d'être ailleurs. Et un petit détail aussi que j'ai remarqué, c'est que parmi les scènes d'hallucination qu'il y a dans le film, il y a notamment un plan très très bref, mais dont l'image est très célèbre. C'est un plan inversé où les deux pièces qui servent en fait à faire le pari au début du film, qui va donc causer en fait le début de la déchéance de John Grant, atterrissent en fait dans les yeux du Doc. Et du coup, ça renvoie directement à ce que faisaient en fait les Grecs au moment de la Grèce antique, quand il y avait des morts et qu'il fallait qu'ils puissent passer en fait de l'autre côté, puissent aller dans l'au-delà sereinement. On leur mettait en fait des pièces au niveau des yeux pour que Charon puisse les embarquer et pas qu'ils soient paumés en route, quoi. D'ailleurs, à ce niveau-là, on peut même se poser la question si le Doc, ce serait pas forcément Charon lui-même, quoi, étant donné que lui aussi entraîne les gens de l'autre côté, dans le sens, il les entraîne directement dans sa propre merde, quoi. Il a parfaitement conscience de ça et à aucun moment ça ne lui pose problème, quoi. Et en parlant justement de personnages victimes, John Grant, c'est un personnage qui est typique du survival. Tu l'as dit Lydie tout à l'heure, enfin, Waking Fright c'est un pur survival, mais où en fait les choses ne sont pas forcément comme les autres grands classiques ou futurs grands classiques de l'époque, parce que là où dans un survival classique on a quelqu'un qui vient de la ville, qui est en fait civilisé, qui va effectuer un voyage, qui va se retrouver coincé au milieu d'un territoire hostile avec des autochtones du coin, souvent des rednecks, qui en fait ne comprennent pas ce qu'il fait là et vont chercher en fait par tous les moyens à le défoncer et à le chasser. Là, les gens du coin sont à l'inverse extrêmement accueillants. Et l'horreur du film vient de cette espèce de camaraderie poussée à l'extrême, propre en fait à une certaine mentalité australienne, qui fait que si tu refuses d'aller au bar, si tu refuses de picoler avec les autres, si tu refuses en fait de faire partie de la bande, t'es ostracisé, t'es montré du doigt et t'es forcément une merde. Sauf que en fait, à force de picoler toute la journée, John Grant va se retrouver de plus en plus entraîné dans la merde. Il y a un truc aussi qu'on peut remarquer, c'est qu'à partir du moment où il commence à picoler et en fait à tourner de l'œil, il va faire un malaise, il va se retrouver par terre, il va vomir, mais toutes les fois où en fait il va commencer à s'évanouir, il y a des trucs en termes de montage qui font qu'il se retrouve systématiquement aveuglé. Enfin, il y a un montage en fait très très cut avec plein de visages dégoulinants de sueur, grimaçant, bavant, tout ça, en train de cracher de la bière ou quoi. Mais en fait, c'est monté comme si c'était quelque chose d'aveuglant, quoi. Et en fait, au réveil, on a pas mal de scènes où en fait John Grant se réveille en étant transpirant, en étant dégueulasse, et surtout en étant aveuglé par une espèce de lumière écrasante, qui est celle en fait de l'Outback. Il y a un parallèle aussi à faire à ce niveau-là, entre l'aveuglement que peut ressentir John, qui est littéralement ici, j'allais dire en fait une victime. Alors on verra plus tard que c'est pas tout à fait une victime, parce qu'il est aussi conscient de ce qu'il fait, il est aussi parfaitement libre en fait de se barrer en fait à tout moment. Mais il y a une espèce de parallèle à faire entre cet aveuglement que peut ressentir John en tant que victime, entre guillemets, et les kangourous qui sont ensuite aveuglés par la lumière des phares de la voiture lors de la fameuse séquence de la chasse aux kangourous dont tu as parlé tout à l'heure, Lily, quoi. Les deux sont voués en fait à mourir ici, quoi. Très tôt dans le film, il y a John qui plaisante un petit peu avec le shérif du coin, qui dit la seule façon en fait de partir d'ici
potentiellement ça serait le suicide. Et voilà, c'est à peu près ce qui va arriver plus tard. Ce qui fait beaucoup rire le shérif, parce que le shérif en fait ne comprend pas. Shérif qui est joué donc par Chips Rafferty, ne comprend absolument pas qu'on puisse vouloir partir de Boudaniaba. Ce qui est encore plus marrant, c'est que Chips Rafferty, c'est un mec qui vient à la base de Broken Hill. Et je pense qu'il n'a pas trop de mal en fait à se forcer pour cette scène-là, quoi. Mais pour un citadin, Boudaniaba en fait c'est juste l'enfer sur terre, quoi. Et John Grant va reproduire exactement les mêmes erreurs que font les autres personnages dans les survivals de la même époque, c'est-à-dire arriver sur un territoire qui pense être le leur et se comporter comme des merdes, quoi. Parce qu'il y a pas mal de moments où en fait on voit John Grant se moquer de l'hospitalité des gars du coin. Il y a toute une séquence dans le bar où à un moment donné il faut se lever et il faut se tourner tous dans la même direction pour rendre hommage à des personnes mortes, voilà. Donc il y a une espèce de minute de silence qui est faite, et parmi toutes les personnes du bar, la seule personne en fait qui rigole par rapport au côté un peu kitsch du truc, un petit peu surprenant du truc, c'est John Grant, quoi. Et en fait cette espèce de mépris qu'il peut avoir pour les gens du coin, il va le payer, mais à aucun moment les gens du coin ne vont lui en tenir rigueur. Au contraire, ils vont par tous les moyens essayer de le faire fondre un petit peu dans la masse, de l'incorporer dans leur délire, leur travers et leur beuverie, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de mépris, à partir du moment où John Grant réalise à quel point le jeu auquel jouent les mecs dans le bar est simple et qu'il commence à gagner de l'argent, dans un premier temps, il va sortir en courant et en hurlant dans la rue, persuadé de pouvoir rembourser sa dette et persuadé de pouvoir se barrer d'ici extrêmement vite. Et ce qui est marrant, c'est que là encore, il y a une espèce de truc que j'avais pas forcément vu les premières fois au niveau des couleurs. C'est-à-dire que quand on a la scène de John Grant qui sort du bar et qui fonce au fond de l'écran, au fond du cadre, en courant, en hurlant et tout content de l'argent qu'il a gagné, vous remarquerez qu'à ce moment-là, la lumière est bleue. Donc en fait, il se dirige vers quelque chose de froid, vers quelque chose en fait qui pourrait symboliser une forme d'espoir, mais dans la scène qui vient juste après, on le retrouve dans la chambre, complètement écrasé par les murs qui sont tous rouges, et ce plan-là se répétera un petit peu plus tard, où quand en fait il va retourner parier de l'argent, là ce coup-ci il va tout perdre, et plutôt que de nous montrer en fait la scène comme lors de la première fois, Ted Kotcheff va faire une espèce de cut et nous montrer uniquement en fait le résultat, c'est-à-dire John Grant écrasé par la chaleur, cul nu dans son lit, donc littéralement il a tout perdu, et entouré de murs rouges. Donc cette espèce de moment un petit peu, enfin beaucoup trop bref en fait, où on pensait qu'il allait vraiment s'en sortir, en fait c'était une illusion, quoi, parce que peu importe ce que tu essaies de faire, peu importe les solutions que tu penses trouver, systématiquement en fait c'est toujours le lootback qui gagne et qui fait que à partir du moment où tu mets un pied ici, tu n'en partiras jamais. Tout à l'heure je disais aussi que c'était potentiellement pas forcément tant une victime que ça, et à bien regarder le truc, outre le fait qu'on se rend compte que au final voilà, il vaut pas forcément mieux qu'eux et que il aurait très bien pu dire non, j'ai pas envie de boire ta bière, non, j'ai pas envie de boire ta bière, passer pour un connard aux yeux des mecs du coin, très bien, enfin il serait rentré à son hôtel, il aurait pris son avion et voilà, ça aurait été très bien. Mais le fait est que il accepte les bières qu'on lui donne, il participe à toutes les conneries en fait qu'on lui propose de faire, et surtout un truc que j'ai remarqué il y a pas longtemps, c'est que à chaque fois qu'il avait de l'argent en poche, à aucun moment il n'appelle sa copine. À aucun moment, en fait, il ne tient au courant ses proches de ce qui se passe ici, des difficultés qu'il peut avoir. Et le mec, en fait, est en fait aussi égoïste en fait que peuvent l'être certaines personnes vis-à-vis de leurs épouses dans Broken Hill, quoi. C'est juste la femme, en fait, dans son équation, elle existe que sur une photo. Et surtout, le truc, c'est que à partir du moment où il y a une femme, en l'occurrence Janet, qui commence un petit peu à lui faire de l'effet, bah, sa copine sur la photo, la surfeuse, en fait, il l'oublie, mais instantanément. Et le truc, c'est que ils se retrouvent tous les deux dehors à discuter et tout, et puis au bout d'un moment, il commence à lui sortir une phrase à la con, genre oui, la lune reflète, je sais pas quoi, truc tout pourri, et ça suffit en fait pour que Jeannette lui saute dessus, et lui, en fait, à aucun moment ne va la repousser en lui disant non, j'ai déjà une copine, en fait, lui juste il fonce, quoi. Mais encore une fois, ce truc-là est destiné à se péter la gueule, parce que là où Jeannette, on comprend très vite qu'elle espère, à travers John Grant, trouver une espèce d'échappatoire à cette vie absolument dégueulasse où toutes les femmes qu'il y a dans le film, soit elles sont derrière un comptoir à espérer avoir un petit peu de fraîcheur et à mépriser complètement les clients en fait qui rentrent et qui sortent du truc, soit elles sont toutes ensemble en fait dans le bar et elles ne se mêlent absolument pas de ce que font les hommes à côté, c'est-à-dire picoler, soit elles sont aux ordres de leur père
à devoir nettoyer les canettes de bière, le vomi et tout le bordel en fait que laissent les invités du père quasiment tous les soirs, quoi. Et du coup, quand Janet voit arriver John Grant, qui est propre sur lui, qui est cultivé et qui semble être pas du tout un gars du coin, elle se dit ok, c'est mon ticket de sortie, c'est un échappatoire. Sauf que si vous regardez bien cette scène encore une fois, à partir du moment où les deux commencent à discuter dans le jardin et que la caméra commence à se déplacer, à partir du moment où John Grant pose la question pourquoi restez-vous à Boudaniaba, au moment où la réponse arrive, en fait, ils butent tous les deux sur une barrière. Et ce truc-là, en fait, annonce, sans qu'il y ait forcément besoin de mots, le fait que, dans tous les cas, ce truc-là n'aboutira à rien, et que ça soit Janet ou John, ils ne partiront pas de ce truc-là, parce que, encore une fois, Lootback, en fait, est plus fort que tout. Après, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui me fascine vraiment dans Waking Fright, outre les qualités de mise en scène, de direction d'acteur, puis tous les petits détails que j'ai énumérés, c'est le fait qu'on est quasiment face à une espèce de survival inversé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les rednecks, généralement, c'est des personnages qui sont agressifs. Là, en fait, c'est juste des soulards, mais qui lui veulent du bien, quoi. Il y a juste, entre guillemets, le docteur joué par Donald Pleasance, qui à un moment donné va clairement déraper. Mais hormis ça, c'est tous des gars qui, en tout cas, je pense, considèrent John Grant comme étant presque un des leurs. Ok, il fait des erreurs, ok, il sait pas lancer les trucs dans le bar, ok, il shoot un lapin, alors que, bon, il n'y avait pas forcément besoin de le faire. Mais je pense que les mecs sont parfaitement ok avec le fait qu'il les accompagne dans leur beuverie, quoi. Et c'est un survival qui retourne au point de départ. Parce que y a une fuite en voiture comme dans toute... oui. Enfin, par la route, comme dans tout bon survival, mais il revient au point de départ. On est dans une espèce d'errance circulaire. Oui, comme dans Massacre à tronçonneuse, encore une fois. Oui. Quand tu penses que Sally, en fait, elle s'en est sortie, non, elle revient exactement à l'endroit qu'elle fuyait, quoi. Et c'est là où, en fait, se prophétise le truc qui avait été dit comme une blague au début du film, c'est que ici, en fait, il n'y a que deux moyens de s'en sortir. Il faut soit perdre ce qui faisait de nous des êtres civilisés et devenir exactement comme les gars du coin et comme le doc, c'est-à-dire des soifards qui foutent leur vie en l'air et qui font n'importe quoi, mais qui kiffent en fait ce truc-là et qui s'en accommodent, parce que de toute façon, avec absolument rien aux alentours sur quasiment 1000 km, plus 50 degrés à l'ombre, la plupart du temps, tu n'as absolument pas le choix. Soit il y a ce choix-là, soit il y a le second, c'est-à-dire se suicider. Ce que je trouve intéressant, c'est que le film aurait très bien pu se finir sur le suicide, ou en tout cas la tentative de suicide de John Grant, mais le film continue après, et il y a une espèce de mise en parallèle de tout ce qu'on a pu voir au début du film qui fait parfaitement sens. Quand John reprend le train en sens inverse, après avoir été sauvé par le doc, là aussi il y a un petit twist, parce qu'on a tellement été habitué à voir ce personnage absolument dégueulasse dormir dans des détritus, dans une espèce de cabane qui doit sentir la pisse, le vomi, enfin littéralement le mec à la fin se douche à la bière, quoi. Enfin c'est sans dit long sur le gars. On voit en fait que c'est cette personne qui a, malgré tout, malgré le fait qu'il l'ait violé la nuit précédente, sauvé John Grant et le dirige vers la gare pour qu'il puisse enfin reprendre le train et enfin retourner, peut-être pas à la civilisation, parce qu'encore une fois, on ne peut pas sortir de l'Outback, mais en tout cas au point de départ. Et du coup, lorsqu'il reprend le train, il a enfin accepté sa condition. Non, il n'est pas différent des autres. Il est tout aussi coupable, bête et faible. Lui aussi s'est battu avec un kangourou et l'a assassiné en fait avec un couteau. Petite différence aussi, c'est qu'à ce moment-là, contrairement au voyage aller, quand on lui propose de boire une bière, là, il accepte avec plaisir. Là, en fait, il est parfaitement OK à l'idée de se mélanger avec les mecs du coin. Et quand il retourne à son point de départ, c'est-à-dire sa classe, donc l'endroit qu'il détestait le plus au monde, quand le mec en fait qui lui réservait sa chambre d'hôtel depuis le début le voit revenir et lui demande comment se sont passées tes vacances, John Grant lui répond ce sont les meilleures vacances que j'ai passées. Et ce truc là en fait c'est la parfaite fin ouverte, c'est-à-dire que soit on le prend au premier degré et auquel cas très bien parce que le mec en fait s'est éclaté et il peut pas dire le contraire parce qu'il y a eu des moments où vraiment il s'est marré, quoi. Soit vraiment c'est totalement ironique, auquel cas le film est d'un nihilisme absolu parce que on peut pas, en tout cas il ne peut pas oublier toutes les horreurs qu'il a commises et toutes les horreurs aussi qu'il a subies, quoi. Et je terminerai là-dessus. Le dernier plan du film, c'est aussi l'inverse du plan d'ouverture, c'est-à-dire que le plan d'ouverture c'est un travelling circulaire très lent qui nous montre en fait à quel point John Grant dans sa petite salle de classe est totalement isolé, est totalement prisonnier de cette espèce de deal qu'il a passé
comme quoi en fait pour $1000 il a l'assurance d'avoir un job d'enseignant, mais manque de bol, il s'est retrouvé en fait au pire endroit du monde. En l'occurrence Timunda, même s'il verra plus tard que le pire endroit du monde c'est peut-être Boudaniaba qui est juste à côté. D'ailleurs Kenneth Cook, l'écrivain, disait de Broken Hill, donc Boudaniaba, comme quoi c'était le pire endroit de la Terre. Mais pour en revenir en fait au dernier plan du film, là où dans le tout premier plan on avait un travelling circulaire qui nous montrait à quel point John Grant encore une fois était isolé et à quel point il n'y avait aucun échappatoire hormis cette ligne de chemin de fer. Le dernier plan du film, c'est exactement le même cadrage, sauf qu'il n'y a plus ce travelling circulaire et il n'y a donc plus aucun espoir de s'échapper d'ici. Et on a juste en fait un panoramique vers le haut qui écrase encore une fois les personnages qui sont dans les bâtisses en bas et qui montre encore une fois que de toute façon, il n'y a absolument aucun échappatoire. Merci Mathieu. Alors je te propose qu'on revienne vers toi en 2037 pour savoir si tu as encore des choses à dire sur Waking Fright. Ah mais j'ai pas tout dit encore, il y en a d'autres. T'as pas fini? Non, un petit détail après c'est comme l'Outback quand Mathieu commence. Non, mais désolé. Non, juste un petit détail en fait que j'avais pas forcément vu les fois précédentes, c'est que dans le premier trajet que fait John Grant, donc pour aller en direction de Boudaniaba, parmi tous les passagers qui sont dans le train, il y a un aborigène. Et cet aborigène en fait ne se mélange pas aux autres. Et à aucun moment John Grant ne le considère ou ne cherche en fait à discuter avec lui, ce qui démontre encore une fois le mépris qu'il peut avoir à l'égard de la population australienne dans sa globalité. Mais si on regarde pas mal de films de l'époque, on se rend compte aussi que la figure de l'aborigène n'est jamais vraiment très loin. Et dans un film en fait qui a pour sujet principal l'alcoolisme, le fait d'avoir placé un aborigène à ce moment-là et de l'avoir placé de cette façon-là très précise dit aussi pas mal de choses sans que ça soit forcément verbalisé. Merci beaucoup Mathieu. Je vois qu'effectivement tu avais des choses à dire depuis 2017. on se retrouve en 2037 pour la suite Okay. de ton avis sur Waking Fright pour le 15e revisionnage. Mylène, tu as vu Waking Fright pour la première fois de ta vie ce jour même, parce que tu es une podcasteuse impliquée. Tu termines le film 10 minutes avant le podcast. Alors, les petits kangourous et le soleil australien t'ont plu ? Figurez-vous que le seul film que j'avais vu de ce réal, c'était Week-end chez Bernie. Voilà. Donc j'adore ce film. J'adore ce film premier degré et j'ai vu la suite. Voilà, c'est tout pour moi. Non, effectivement, ça faisait longtemps que je voulais voir le film et j'avais jamais trouvé l'occasion de le regarder. Et c'était une super surprise. Au début, les premières minutes, je me suis dit « Oh putain, ça va me faire chier ». Genre vraiment, les toutes premières minutes, je me suis dit « Vas-y, on m'a vendu un truc que je vais détester ». Et finalement, je me suis laissée prendre au jeu. Alors, bizarrement, c'est pas Massacre à la tronçonneuse qui m'est venu en tête, même si effectivement, la façon de filmer... la chaleur, la sueur, la crasse, il y a quand même, ça fait écho, quoi. Mais moi, j'ai tout de suite pensé, en fait, à deux films, à Wicker Man et à The Swimmer. Bizarrement, c'est deux films où il y a beaucoup d'eau. Mais c'est pas tant l'eau, en fait, qui m'a fait penser, en fait, à Waking Fright. Dans The Swimmer, je pense que c'est vraiment cet effet purgatoire. Et en fait, le fait que ce personnage aille toujours, en fait, essaye d'aller de l'avant, essaye d'avancer, mais finalement se retrouve à un point de non-retour et est toujours un petit peu coincé. Et du coup, l'effet purgatoire, ça fait écho avec ce que disait Mathieu. Effectivement, quand j'ai vu les pièces, je me suis dit, ok, c'est le purgatoire, c'est l'enfer. Vous savez que j'aime bien dire ça. Quand je comprends pas un film, pour moi, c'est le purgatoire. Donc, parce que je suis un peu con. Mais non, Effectivement, en fait, quand je suis arrivée à la fin du film, je me suis dit que peut-être que ce personnage, en fait, avait tenté de se suicider dès le début et que finalement, en fait, quand on arrive à cette scène de fin, tout ce qui s'est passé entre quand il arrive dans le bar et qu'il rencontre Donald Pleasance et la scène du coup du suicide et finalement que son délire dans le coma et qu'on est plus face à un personnage qui est en proie à un mépris de classe ou à un burn-out ou de l'alcoolisme ou un petit peu tout en même temps. Et c'est là aussi où ça m'a fait beaucoup penser à The Wicker Man, donc l'original des années 70. Donc pas tant parce qu'il fait super chaud, parce que dans The Wicker Man, clairement, il y a de l'eau tout le temps, mais vraiment parce que il y a ce côté
homme d'une autre culture qui arrive dans un coin un petit peu reculé et qui en fait comprend pas ce qui se passe et du coup tout paraît un peu fantastique. Bon, dans The Wicker Man c'est un peu le cas, mais là du coup dans ce schéma en fait narratif, ça m'a beaucoup fait penser à ce film-là. Et là où je trouve que le film est très intéressant, c'est qu'effectivement on n'est pas du tout sur un film fantastique, on n'est pas tant sur de l'horreur, même s'il y a des choses qui peuvent s'apparenter à ce genre-là, mais le côté rêve éveillé dans la chaleur, on les voit tout le temps se mettre de l'eau, ils sont tout le temps sûrs, ils sont sales, ils finissent par effectivement se laver à la bière. C'est là où je me suis rendu compte que j'étais probablement alcoolique, parce qu'au début je me suis dit bon ils ont juste une grosse gueule de bois, et je me suis revue proposer des médicaments bien trop forts à mes amis en lendemain de soirée alors qu'ils me demandaient du Doliprane, et là je me suis dit si tu commences à te comporter comme Donald Pleasance, voilà, j'ai déjà proposé un tramadol à Lily alors qu'elle avait la gueule de bois, voilà. Non mais voilà, je lui ai dit j'ai mal à la tête, t'as pas un Doliprane, elle m'a dit c'est ça. Donc c'est là que je me suis dit que j'avais probablement un souci, parce que j'avais effectivement les mêmes façons de penser que le docteur. Donc pas surtout s'il vous plaît, je suis pas non plus tordue, mais voilà, je propose des tramadol en lendemain de cuite. Et j'ai trouvé que le film aussi était très bien fait là-dessus, puisque on est tout le temps en fait en proie au vice humain. C'est-à-dire que dès le début, on nous met le vice du jeu, le vice de l'alcool, on aura aussi le vice du sexe. Et c'est pour ça aussi que pour moi, le film, c'est vraiment un piège, mais un piège dans le sens purgatoire. Finalement, le personnage principal, il est tout le temps en proie à des choix. Il va essayer de s'en sortir, on va lui proposer de reboire de l'alcool, on va lui proposer de le suivre dans une maison. En fait, c'est vraiment presque un escape game, un livre à choix où à chaque fois, il aura des choix qui s'offrent à lui, et en fait, il va jamais réussir ces espèces de tests. Il y a presque quelque chose de religieux, une forme de tentation comme ça dans le désert, où en fait, ce personnage est toujours testé jusqu'à la fin, en fait, où il atteint ses limites. Et en fait, il n'arrive plus du tout à réussir le test. Et finalement, c'est en échouant à ce test final qu'il va réussir à s'en sortir. Et j'ai trouvé que dans ce sens-là, en fait, ça marche super bien pour moi. Bien sûr, c'est que mon interprétation. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et je plane totalement. Mais en tout cas, de le voir comme ça et de le voir un petit peu comme un... Je sais pas si vous avez vu la série The Good Place. Eh ben, c'est le monde moyen, en fait. C'est ni le monde bien, ni le monde horrible, c'est le monde moyen. Tu vois, parce qu'ils ont quand même un petit peu d'alcool. En fait, ils ont quand même un petit peu de clope. Ils ont quand même un peu de bouffe, mais c'est un peu horrible quand même. Ouais, bon, le seul amusement, c'est de tuer des êtres vivants, et il y a tellement pas de meufs. Bon, c'est peut-être l'enfer, en fait. Oui, c'est peut-être plus l'enfer. Trop... C'est vrai qu'en plus, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça marche bien, là. Oui, non, c'est peut-être l'enfer, en fait, finalement. Moi, je voyais le monde moyen comme un truc où c'est jamais trop bien, mais en fait, t'as raison, c'est peut-être quand même assez horrible. Après, faut savoir que moi, j'ai zappé toute la scène de tuerie de kangourou. Ouais. Oui, je l'ai pas vue. Voilà, désolé. Ah non, mais tu peux. Ouais, t'as loupé 15 minutes du film, parce que la scène, elle est quand même extrêmement longue. Alors, tu peux, dans le sens où, narrativement, tu peux reprendre le film après la scène en comprenant quand même ce qui se passe, mais elle a une importance vraiment, parce que c'est à ce moment-là que Grant bascule, et où vraiment il connecte avec ce qu'il a en lui, en fait. Il a ce germe de mec viril, un peu malsain, et en fait il connecte complètement avec, puisqu'il va il va prendre plaisir au sadisme de faire du mal à l'animal, tu vois. Voilà, et de se faire entraîner par... C'est vrai que toutes les scènes d'avant, il est toujours dans le déni, même s'il accepte en fait ce qu'on lui serve à boire, il se sent toujours au-dessus. Il y a un truc un peu d'érudit. D'ailleurs, quand il lui demande ce qui est dans sa valise, il dit des livres et des vêtements. Enfin, c'est vraiment en fait ce qui le sépare du reste en fait de la populace pour lui. Et on voit qu'il est assez méprisant. Et ça, c'est en fait ce qui le différencie vraiment du personnage du docteur, où finalement le docteur, dès le départ, il assume totalement ce qu'il est. Quitte à être vraiment quelqu'un d'horrible, mais lui, il sait ce qu'il est, et il sait en fait où il vit, alors que le personnage en fait de John, lui, il est constamment dans le déni jusqu'à la fin. Mais il a une prise de conscience dans. Peut-être déjà un peu quand il voit Janet aussi, non ? Il y a pas déjà un premier... Parce que je trouve que quand il voit Janet au début, il tente de lui montrer qu'il est différent des autres, et quand elle tente une approche et qu'il vomit, après il se bourre la gueule, mais vraiment en mode j'y vais à fond, j'ai plus aucune limite. Oui, mais il est mal à l'aise par rapport à ça. Dans la scène des kangourous, en fait, tu sens qu'il a une prise de conscience, qu'il a un espèce de dégoût de ce qu'il est en train de faire, et d'un coup il lâche les rênes, quoi.
voilà, c'est vraiment le moment où il va s'abandonner totalement au truc, quoi. Surtout qu'on a la confirmation de ce truc-là via un contre-champ où on voit donc les deux là dont j'ai oublié le nom qui sont en train d'hurler dans la bagnole, donc vas-y tue-le. Dick and Joe, je crois. C'est des noms de merde comme ça. Et par opposition, on a le doc qui lui reste silencieux mais regarde la scène avec une espèce de certain amusement, quoi. Dans le sens où en fait il est content d'avoir poussé John en fait à faire ça et il voit le résultat de ses manigances entre guillemets, quoi. Oui, c'est une espèce de succube de l'enfer, en fait. Ouais, il a réussi à le pervertir, quoi. C'est ça. C'est bon pour toi, Mylène? Non, j'allais juste dire, d'ailleurs, ça se voit quand la première fois qu'il arrive dans sa cabane, en fait, et qu'il essaye à tout prix de partir et tout. Et il y a même un moment où il arrive vers la porte et il est presque prêt à partir et que lui, il lui resserre de la bière, il lui dit non, mais l'eau, en fait, laisse tomber. Il lui donne des trucs et l'autre, il lui dit mais moi, je suis allergique, mais non, mais t'inquiète pas. Et en fait, tu vois qu'il a encore un peu l'ultime tentation de partir. Non, Lily, ne fais pas d'amalgame avec moi qui propose de la bière alors que tu tentes de partir de chez moi et te propose des tramadol. Non, je ne suis pas une succube de l'enfer. Il y a quand même une soirée où je suis rentrée à 3h du matin avec Mylène, où je lui dis on prend une petite tisane et au lit, elle me dit mais non, cocktail et on regarde son. Non, mais j'avoue que sur certains points, effectivement, en un petit peu plus soft, je me suis vue et je me suis auto-jugée. Mais voilà. C'est tout pour moi. J'ai 11. Mais Waking Fright, en fait, c'est limite un film à conseiller aux personnes qui ont un petit souci avec l'alcool. Hein, parce que c'est le film qui met une telle claque dans la gueule qu'après, t'es là à dire ouais, bon, les bières, non, pas trop en fait. Ouais. D'ailleurs, au roman, il m'a proposé, il m'a dit pour le prochain épisode, les rats de matin, si tu veux, on vient chez toi, on se le boit, on se le regarde en buvant des bières et tout. Et je lui dis, mec, je viens de regarder Waking Fright, j'ai pas envie de boire de la bière. Après, Dario, t'es toujours mon préféré parce que tu m'as passé un fond de bière une fois, hein, donc voilà, ça change rien. La moitié d'un demi. Je te retiens. J'ai dit t'es ma préférée. C'est un peu plus qu'un fond. Parce que moi, je t'ai payé des pintes entières, ok? Donc, on est censé dire à quel point le film est une belle fable sur l'alcoolisme. Et voilà ce qui se passe quand vous nous le laissez dans nos mains. Voilà, je suis vraiment désolée. Non, en vrai, Mathieu a totalement raison. C'est un très bon film à faire voir, comme prévention. Parce que t'as juste envie de prendre une douche à la fin, mais pas une douche à la bière. Oui. Il y a très peu de films, à ma connaissance, qui donnent cette espèce de sentiment de crasse, de saleté, où vraiment le film terminé, t'as qu'une envie, c'est, comme dit Mylène, d'aller prendre une douche, quoi. Je crois un des rares qui arrive vraiment à ce niveau-là, c'est un film de Psycho Killer qui s'appelle Golden Glove, qui est franchement dégueulasse, mais c'est un film qui est récent. Or là, Waking Fright, c'est 1971, on est au tout début des années 70, il n'y a pas eu encore forcément toutes les dingueries qu'on connaît, et le film est tourné fin 69, donc c'est même pas totalement un truc des années 70, mais ça reste 50 ans après une espèce de porte-étendard absolu du cinéma australien. Ça reste, en tout cas à mes yeux, un chef-d'œuvre total, quoi. Golden Glove m'est venu en tête aussi en matière de films crasseux et transpirants. On se sait. Mais sur la représentation de la chaleur, de la sueur et de l'enfer, moi, ça me fait toujours penser à Angel Heart. Voilà, qui a pas du tout la même mise en scène ni la même colorimétrie. Mais ça transpire pas mal. Qui a une représentation de la transpiration et du sang, des excrétions humaines assez craspec finalement. Enfin bref, Mylène, je t'ai coupé. Non, Mathieu disait à quel point c'était un grand film et juste un point que je voulais rajouter, moi qui m'a vraiment surpris, c'est que du coup, oui, on est sur un rêve éveillé, on est presque tout le temps en extérieur, mais effectivement, le film est hyper oppressant. Et je trouve que en fait, il y a vraiment ce truc-là t'as l'impression d'être constamment en gueule de bois, tu perds la notion du temps, tu perds la notion de l'espace avec le personnage, et c'est pour ça que ça m'avait beaucoup fait penser à The Swimmer, où là, on est face à un homme qui tente de rejoindre sa baraque en passant par les piscines des voisins. Et apparemment, le mec ne connaît que des voisins qui ont des piscines. Et c'est une forme de purgatoire où en fait, il croise plein de gens qui ont jalonné sa vie jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Et en fait, chez lui, mais c'est pas grave. Oui, mais bon, je suis obligée de le spoiler. C'est un film qui est pas connu. Mais si, c'est grave. Tu mettras un bip, Mathieu, tu mettras un bip et tu laisseras mais spoil pas. Mais voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup fait penser à ça dans le côté, en fait, même si là, c'est à ciel ouvert comme pour The Swimmer, où en fait, on a ce truc sans issue. Et du coup, je me sentais vraiment oppressée comme le personnage. Et finalement, le seul truc qu'on voit, autre que du coup cet Outback, c'est le train. Mais en fait, ce train qui te mène un peu nulle part. Et du coup, il y a vraiment l'impression que le gars, il
il est dans un petit cercle sans fin, quoi. Donc ça m'a vraiment oppressé. C'est l'autre bac, ouais. Merci Mylène. Alors on avait un deuxième chroniqueur qui a vu Waking Fright pour la première fois ce week-end. Oui. Dario. Qu'as-tu pensé de ce film ? Moi, je l'ai pas regardé aujourd'hui parce que je suis un peu plus investi que Mylène. Donc je l'ai regardé hier soir. Ouais, t'as fait quelques recherches. Peut-être Coach Chef n'a plus de secret pour toi. Ouais, on dira ça. T'as lu le bouquin. J'ai eu le temps, effectivement. J'ai vu la série. Il y a une mini-série aussi. J'ai eu le temps de la regarder. Il y a une mini-série. Ça fait des années que j'essaie de mettre la main dessus. Oui. Qui est assez récente en plus, mais qui a pas fait forcément beaucoup de vagues. Qui a été tournée à Broken Hill. Et ça fait des années que je rêve de voir ce truc. Voilà, Mylène va trouver ça. Je suis en train de la chercher et tout ce que je vois, c'est que quelqu'un sur Télérama a dit c'est une œuvre inclassable ultra réaliste entre Tennessee Williams et Wes Craven. Toujours Wes Craven. Tu vais ? Ouais. Oui. J'attendais que tu me renvoies la balle. Du coup, Waking Fright, c'était une découverte pour moi. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Comme souvent, quand je découvre un film, j'aime bien vraiment le découvrir. Bon, je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai écrit plutôt. Le film est génial. Le film est vraiment super. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le film est excellent. On n'a pas trop parlé. Enfin, Mathieu, on a parlé un petit peu au début des couleurs du film. Alors, le film a été, c'est du Technicolor qui est utilisé, donc c'est vraiment, vraiment hyper joli. On sent que voilà, il y a une intention derrière chaque décor, chaque costume. Les cadrages sont excellents. Il y a vraiment rien à dire côté mise en scène. Pour revenir un peu, je vais essayer de compléter ce que Mathieu a dit parce que j'avais noté pas mal de choses ici sur les couleurs, mais Mathieu a dit les trois quarts de ce que je voulais dire. Donc ouais, jeu sur les couleurs en fait qui donne vraiment un effet étouffant au film. Il y a un truc ouais, la seule couleur froide c'est le ciel, et même le ciel il arrive pas à rafraîchir l'image puisque c'est un ciel écrasant quoi. Un truc vraiment ouais, vraiment hyper écrasant. Aussi sur le côté étouffant, jamais vraiment rafraîchissant, il y a un truc où on voit jamais d'eau dans le film. C'est-à-dire que on voit un tout petit peu d'eau quand le doc il se lave vite fait, mais tu sens que c'est de l'eau un peu croupie, de l'eau de pluie qui est là depuis je sais pas combien de temps. Et sinon, les liquides qu'on voit le plus souvent, c'est du sang, de la sueur et de la bière, quoi. Il y a un truc poisseux, collant. Le truc est vraiment hyper crado. Alors, il y a de l'eau à la réception de l'hôtel. Quand ils sont mis sur un verre d'eau. Ouais, et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment une toute petite quantité d'eau. Ouais. Elle trempe le bout des doigts comme si c'était quelque chose de rare et de précieux, quoi. Comme dans Dune, quoi, en mode l'eau est précieuse. Il y a vraiment ce côté-là. Et du coup, le film rivalise presque, je dis presque, avec Massacre à la tronçonneuse, je trouve, sur cet aspect-là, parce que je trouve que le film est du coup trop joliment filmé pour vraiment atteindre le niveau dégueu absolu de Massacre à la tronçonneuse. Et je pense que si le film avait été tourné en 16 mm, du coup là il est tourné plutôt en 35, en 16 mm, il aurait peut-être pu rivaliser avec Massacre à la tronçonneuse sur cet aspect-là. Et peut-être que s'il avait été tourné en 16 mm, ils auraient eu plus de budget pour faire des kangourous morts au lieu de filmer des vrais kangourous mourir. Vous noterez la transition, parce que maintenant je vais parler de la séquence des kangourous, parce qu'on en a un petit peu parlé. Du coup c'est une séquence où on voit vraiment des kangourous se faire fusiller. Séquence qui a été tournée, du coup en fait ils sont juste allés filmer des chasseurs tuer des kangourous. Bon, ça devait pas être le meilleur jour de tournage non plus. Bah, en fait, peut-être que Chef le racontait souvent. Il y avait dans le bouquin de base une séquence avec une chasse aux kangourous, et Ted Kotcheff refusait de tuer des kangourous, et quelqu'un lui a proposé cette solution, à savoir contente-toi de filmer des chasseurs. Voilà, tu n'auras pas à tuer des kangourous, tu vas juste filmer des personnes dont c'est le métier. Donc il embarque sa caméra, il va filmer des chasseurs. Les chasseurs lui posent la question où est-ce que je tire, et Ted Kotcheff leur répond mais enfin tire dans le kangourou, enfin c'est quoi la différence? Et le chasseur lui dit mais en fait si je tire au niveau des reins, le kangourou fait un petit bond, si je tire dans le cœur, le kangourou il tombe d'un coup, donc enfin dis-moi ce que tu veux. Et Ted Kotcheff lui dit bah écoute, fais ce que t'as à faire et puis je verrai après au montage quoi. Et le résultat était effectivement effroyable, sauf que la réalité a rattrapé la fiction, à savoir que les chasseurs étaient au moins aussi bourrés que les personnages du film, ils s'étaient tous pétés au whisky, et plus les minutes passaient, et plus les chasseurs commençaient à rater leur cible. Et ce qui fait que ça explique aussi pourquoi certains kangourous sur certains plans sont déjà un petit peu blessés, c'est que les chasseurs les avaient déjà ratés avant.
Et en fait, d'après Ted Kotcheff, ce moment-là a été un carnage absolu. Et c'est pour ça qu'il y a l'espèce de petit texte à la fin du film qui dit que ces images ont été gardées sciemment pour alerter et mettre un petit peu en lumière ce qui se passait dans l'outback et sensibiliser les gens à la question de la préservation des kangourous. Sauf que ce message, en fait, je le trouve pas très bien écrit, dans le sens où le truc est pas forcément très clair, et surtout ça dit que l'intégralité des séquences ont été gardées, ce qui est faux, parce que Ted Kotcheff n'a gardé dans son montage final que les moments qui étaient entre guillemets les moins pires. Voilà. Donc toutes les séquences de boucherie ou quoi, les pires qu'il a pu voir cette nuit-là, ont été jartées du montage, quoi. Et du coup, la séquence du kangourou, je trouve qu'elle est réellement pour le coup insoutenable, mais pas dans le bon sens du terme. Enfin, si, mais non. Je m'explique. La séquence, en fait, personnellement, elle m'a sorti du film. En fait, j'avais juste envie que le film se termine, pas juste la séquence. Comme si, en fait, c'est bête, hein, mais les humains qui font le film, comme si eux m'avaient déçu et du coup ne méritaient plus mon attention. Tu vois, il y a un truc un peu insidieux comme ça. Bien sûr, à la fin, on a l'espèce de carton pas ouf non plus, je trouve. Donc ouais, il y a eu un truc... en fait, les sentiments que me procure cette séquence, c'est même plus genre je regarde un film, c'est juste je vois des animaux se faire tuer, et du coup, c'est pas du tout... En fait, tu oublies les personnages, tu oublies l'histoire. Je trouve qu'il y a un truc un peu... qui brise quasiment le quatrième mur, en fait, dans ce que ça me fait ressentir, quoi. La scène, elle dure 15 minutes, à partir du moment où ils partent à la chasse aux kangourous jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et en fait, devant cette scène, je vois plus un pamphlet sur la brutalité de l'homme. Je vois juste des hommes faire du mal à des animaux. Et je comprends que ça va avec le propos du film, mais c'est une séquence qui m'a fait du mal, en fait. Et quand le carton du coup de fin arrive, qui nous explique que voilà que en fait c'est des chasseurs, je sais pas quoi, j'ai un peu vu ça comme une façon de se dédouaner, j'avoue. En fait, j'ai dû me renseigner un peu sur internet pour comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Donc Mathieu, t'as raison, hein, c'est pas hyper clair ce Alors carton. c'est ouais, je trouve mal écrit. Et il vient pas de l'équipe du film, hein, ce carton. Hein, ça a été rajouté par une autorité australienne. C'est bien ça, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Oui. En fait, c'est pas. Pour moi, c'est pas l'équipe du film qui se justifie. C'est plus. Alors, je ne sais plus quel organisme australien qui se rend donc compte du truc et qui sait que c'est des images réelles va essayer de justifier un peu le truc, quoi. Parce que c'est des scènes très fréquentes dans l'outback et encore aujourd'hui. Hein. Mais du coup, ouais, je sais pas. En fait. J'ai eu du mal à réfléchir au film sans penser uniquement à cette scène, alors que le film est ultra riche, il y a plein de choses à décortiquer, des dialogues, des choix de décors, etc. Mais je trouve que cette scène, elle prend vraiment un peu trop la place du reste du film. C'est pas spécialement gore, hein, ce que tu disais Mathieu, ils ont pas pris le plus gore de ce qu'ils ont filmé, mais c'est juste violent et long. Tu vois, genre c'est vraiment, ça devient très vite insoutenable. Mais j'ai cru comprendre que la loi après le film a changé sur la chasse aux kangourous, je sais pas quoi, donc. Alors fond, temporairement. Il y a en fait il y a débat à ce niveau-là parce qu'il y a pas forcément, enfin en tout cas moi j'en ai jamais vu. J'ai pas forcément vu de documents qui stipulaient noir sur blanc comme quoi il y a eu un changement ou quoi, mais c'est un truc qui est souvent répété. Et je me suis longtemps posé la question si je l'avais pas entendu de la bouche de Ted Kotcheff lui-même quand il est venu présenter son film à Lyon. Ça, je t'avoue, j'arrive pas à m'en rappeler. Mais il y a souvent ce truc comme quoi l'impact de cette scène en fait a été tel sur les Australiens que il y a ensuite une espèce de réglementation qui a été mise en place pour justement empêcher ce truc-là, quoi. Ce qui n'a pas empêché après que ça reparte dans l'autre sens et qu'aujourd'hui ce soit de nouveau un carnage, quoi. Mais bref, voilà, je sais que cette scène-là a beaucoup marqué les quelques Australiens qui ont réussi à voir le film à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le film a été très 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 mal accueilli en Australie et que l'espèce de miroir pas forcément très flatteur qui a été tendu par Kotcheff aux Australiens, les Australiens l'ont très très mal vécu, quoi. Et donc le film s'est vautré complètement là-bas. Mais à l'inverse, il a réussi à faire son petit chemin dans les quelques pays où il a pu être présenté, et notamment en France où il a fait partie de cette espèce de
nouvelle vague du cinéma australien, parce qu'il a été présenté à Cannes, je crois, la même année que Walkabout de Nicolas Roeg, qui là pour le coup est un film beaucoup plus calme, mais emblématique aussi de cette nouvelle vague du cinéma du cinéma australien. Et je trouve que dans le film, il y a aussi un travail en fait sur le son et sur l'absence de son qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de moments où il n'y a pas de son, c'est-à-dire que déjà juste la scène d'intro avec ce long panoramique qui fait un 360, il n'y a pas de son. Il y a des passages où justement, je crois que c'est après la chasse des kangourous, on entend juste le bruit des moteurs, en fait on n'entend pas du tout les gens parler, rigoler, picoler, etc. Donc il y a vraiment un travail sur le silence et les silences, je trouve qu'il te fait comprendre que quand même on s'emmerde un peu dans le bush australien. Et alors c'est l'outback. Ouais, rien à voir avec l'outback, pas le bush, excusez-moi, parce que les Australiens ne m'en voulaient pas. Et donc, du coup, je parlais du silence et du fait qu'on s'emmerde dans l'outback et donc pas dans le bush. Hein. Excusez-moi les Australiens qui nous écoutent, je pense que vous êtes peut-être deux. Ah non, mais fais attention, hein, les fanatiques de genre australien et d'Exploitation, ils sont très méticuleux. Pardon. Mais du coup, le film nous dit que quand l'homme s'emmerde, l'homme devient dangereux, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça dommage d'avoir une séquence aussi longue qui prend plus le pas, en fait. En tout cas, pour moi, c'est-à-dire que c'est plus ce que je vais retenir du film, malheureusement, plutôt que ce que le film raconte. Et je trouve ça un poil dommage que ce soit aussi long. Je pense qu'au bout de 3 kangourous morts, on avait compris et l'impact aurait peut-être été un peu moindre, mais bon, on aurait compris. Malgré tout, je trouve que le film reste monumental, vraiment dans le sens où c'est littéralement un monument du cinéma, je trouve, des années 70. Je suis hyper content de l'avoir vu. Par contre, j'avoue que j'y vois plus un genre de drame humain, quoi, plutôt qu'un espèce de film horrifique, un peu comme un épisode de striptease, mais en Australie, quoi, si vous voulez. Notre ligne édito à nous, Jumpscare, elle a toujours été un peu souple. Et je pense que c'est peut-être un des films qui repousse le plus les limites de la ligne édito de Jumpscare. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Alors de base, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, je devais, de ce que disaient Lily et Mylène, je crois, choisir un tout autre film. Et je devais choisir, je crois, un film d'exploitation hongkongais, potentiellement une catégorie 3. Je vous cache pas que c'était ce qui était prévu à la base et que le film qui devait remplacer Waking Fright, c'était A Chinese Torture Chamber Story. Ouais. Et en revoyant le film, je me suis rendu compte que c'était genre 20% horrifique et 80% érotique. Donc là, on était clairement pas du tout dans la bonne ligne édito. Et après, je me suis dit, bon, Waking Fright. Mais comme tu dis, Dario, on n'est pas non plus totalement sur un truc d'horreur. Mais ça reste un film qui est viscéral. Et l'expression cauchemar réveillé que j'utilisais tout à l'heure, je la trouve parfaitement adapté pour ce film, parce que comme tu dis, c'est plus une espèce de drame social sur des gars qui sont isolés au milieu de rien, qui ont une espèce de besoin de contact physique permanent et qui, pour ce faire, en viennent en fait à picoler comme des brutes et à se grimper dessus, et à défoncer des animaux et à partir faire tout et n'importe quoi avec 3 grammes dans le sang, quoi. Donc il y a une certaine forme d'horreur, je trouve, dans ce film-là, mais t'as raison, c'est pas un film d'horreur au sens premier du terme, quoi. Après, j'avoue que je t'ai donné un petit coup de coude en disant pourquoi pas un film australien. C'est vrai, très bonne idée. Voilà. Puis, c'est de votre faute, maintenant je suis en train de voir Rambo. C'était l'occasion. Rambo, c'est très très bien. C'est un chef-d'œuvre. Très 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 bien, absolument. Ce n'est absolument pas le film de guerre bas du front que sont ses suites. Rien à voir. Ouais, Dario, on va peut-être te laisser conclure avant de partir sur Stallone. J'avais terminé. Je terminais sur la question ouverte de est-ce que ça rentre totalement dans notre ligne édito ou pas, et on était en train d'y répondre, donc parfait. Pour moi, c'est quand même un film qui essaye qui teste les limites du montrable et aussi les effets du cadre. Tu vois, il y a un truc très suffocant et tout, donc il a des incohérences avec le cinéma d'horreur finalement. Et toi, Lily ? Eh ben, moi je trouvais ça vachement moins bien que Doom, quand même. Oh. Alors non, en vrai, je vous avoue que je savais pas trop quoi dire qui n'a pas déjà été dit sur Waking Fright. À part que c'est un immense Lily, un immense chef-d'œuvre, et c'est aussi un gros Lily movie. Hein, c'est un de mes films préférés.
Il est clairement dans ma shortlist, hein, il est dans le top 10, avec peut-être 2-3 autres films australiens. Donc, je pars sur un plan assez subjectif, puisque mon amour du cinéma fantastique et des trucs un peu violents est en partie né quand j'étais toute petite et que j'ai vu Highlander en VHS. Alors, Highlander, film réalisé par un Australien, Russell Mulcahy, certes, là dans une prod britanno-américaine, mais qui apporte quand même sa vision d'Australien et de clipper australien issu du cinéma de genre. Je pars donc assez jeune avec une appétence insoupçonnée pour le cinéma australien, aussi parce qu'on va me montrer assez vite les 3 premiers Mad Max. Et un tout petit peu plus tard, jeune ado, il y a un film qui va particulièrement me fasciner, j'en parlais tout à l'heure. Ce film, c'est Razorback, de Russell Mulcahy, encore lui. Et Razorback, je le défendrai toujours sur un point, c'est qu'il est un peu plus qu'un film d'attaque animale un peu con avec un sanglier moche, parce qu'il a une esthétique, je dirais, assez singulière et assez travaillée pour ce qu'il est, et qu'il oublie très vite l'attaque animale pour faire un survival dans l'outback australien. Après, est-ce qu'il est réussi pour autant ? C'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, quand je découvre Waking Fright bien des années plus tard, après avoir vu Not Quiet Hollywood, moi aussi, j'ai un double choc. Alors, premier choc, il est esthétique. Et encore aujourd'hui, on l'a déjà dit, mais à chaque fois que je revois Waking Fright, je m'aperçois que j'avais oublié à quel point il est magnifique visuellement. On en a parlé longuement, mais dans sa représentation de la chaleur, de la crasse et de l'outback en lui-même, déjà dans sa colorimétrie, très jaune, très ocre. Et Mathieu, t'en as parlé, mais ce qui me saute aux yeux à chaque fois, c'est son exploitation des arcs lumineux qui entrent dans la lentille pour signifier à la fois l'omniprésence du soleil, des rayons du soleil, et le tournis suscité par la chaleur, le mélange de la chaleur et de l'alcool. Et il est très beau aussi dans ses mouvements de caméra, parce que Waking Fright, malgré le segment où le personnage va essayer de prendre la route pour s'échapper, Waking Fright, il nous parle finalement d'une errance assez statique dans une boucle circulaire. On va au bar, on va chez Jock, on va chez le docteur, on refait ce même chemin en boucle et à la fin on revient au point de départ. Donc il y a un sentiment très étrange de ce que j'appelle moi un huis clos ouvert, et un huis clos ouvert oppressant, qui est retranscrit par une caméra qui paradoxalement fait assez peu de surplace. Elle bouge beaucoup, on en a parlé aussi, mais il y a ce plan panoramique absolument magnifique qui ouvre le film et qui nous montre l'étendue du piège désertique autour de nous. Et il y a le montage aussi qui contribue à cet aspect, avec les images qui surviennent de l'esprit de Grant, qui viennent d'un coup entrecouper des scènes d'ivresse ou de confusion. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire à quel point ce film est bien réalisé. Dario en a parlé, Mathieu en a parlé, Mylène en a parlé. Bref, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Et là où je voulais en venir quand je parlais de mon premier visionnage, c'est que à ce premier visionnage, j'ai eu un second choc en m'apercevant du point auquel Razorback était un repompé de Waking Fright. L'alcool, la chaleur, la virilité malsaine, la chasse aux kangourous, tout ça, c'est exploité d'une manière assez similaire dans Razorback, bien qu'il soit beaucoup plus lissé, parce que le personnage de Razorback, il va aussi prendre conscience de l'horreur de la situation dans la scène de kangourou, sauf que lui, il va décider de stopper net. Voilà, il y a une petite nuance dans Razorback. Mais bien que ça en soit une espèce de remake inavoué, peut-être une petite malveillance d'exploitation, mais ça prouve à quel point Waking Fright a infusé dans le cinéma de genre australien d'une manière assez inconsciente, parce qu'il a pas eu un succès immense en Australie, mais il y a quand même infusé jusqu'à ce que les cinéastes australiens eux-mêmes se le réapproprient. C'est le cas de Russell Mulcahy avec Razorback. Alors, je pense pas que ça soit conscient, tellement c'est devenu des motifs un peu éculés au fil du temps, mais on sent l'héritage de Waking Fright dans plein de films de genre australien, dans Body Trash en 93 par exemple, qui parodie un peu les codes du survival australien posés par Waking Fright, ou dans Wolf Creek, qui les exploite à fond. Mais
plutôt que de partir en tunnel, je veux simplement dire que ce film, finalement, il a un impact culturel gigantesque. Et c'est fou parce que on n'a pas pu le regarder pendant des années, alors même qu'on continuait à le voir à travers plein d'autres œuvres et notamment dans le cinéma d'exploitation australien, donc l'Exploitation. Oui, et d'ailleurs, en parlant d'Exploitation, il y a une erreur qu'on fait très souvent, c'est de considérer que Waking Fright fait partie de l'Exploitation. Alors qu'en vrai, c'est pas ça du tout. Waking Fright, c'est pas du tout un film d'exploitation, même si, à la base, le producteur du film voulait que ça en soit un, et Ted Kotcheff n'était pas du tout d'accord avec ça, et lui, ce qu'il voulait, à la base, c'était adapter fidèlement le roman de Kenneth Cook, sachant que ce roman avait déjà failli être adapté à l'écran en 1963, ça ne s'était pas fait. Bref, ça se fait enfin en 71, mais Ted Kotcheff, il veut pas du tout faire un film d'exploitation. Le résultat à l'écran fait qu'il y a des parties qui sont clairement en lien avec le cinéma horrifique. C'est un film qui est viscéral, encore une fois, mais ça n'est pas du tout un film... il n'a pas du tout été conçu comme un film d'exploitation. C'est juste qu'il arrive en 71, il arrive au tout début de cette espèce de nouvelle vague du cinéma australien, avec à la fois des films entre guillemets normaux et des films d'exploitation. C'est pas non plus un succès comme on l'a dit. Le premier film d'exploitation australien à avoir un énorme succès, c'est un film qui arrivera l'année suivante, en 72. C'est un film qui s'appelle Les Aventures de Barry Mackenzie, et c'est une espèce d'Australien typique avec un grand chapeau, et en gros c'est le portrait d'une espèce d'Australien typique avec tous les clichés que ça peut comporter, qui doit parfaire son éducation et qui pour le coup part, je crois, en Angleterre, au Royaume-Uni, et va faire toutes les conneries possibles et imaginables. Bref, voilà, c'est une espèce de comédie un peu potache, dont le but n'est pas du tout le même que Waking Fright, qui a été conçu comme une espèce de film noble, en fait. Voilà. Oui, parce que les tout débuts de l'Exploitation, on l'oublie, c'est plus des comédies. Oui, c'est des comédies un peu portées sur le cul, potache... Ouais, un peu prout-prout, pouet-pouet, et ensuite on va migrer plus tard vers le cinéma de genre, quoi. Et il y a aussi des comédies horrifiques qui mélangent un peu ces deux pans de l'Exploitation. Je l'ai senti venir. Body trash, dis donc. Voilà. J'en profite du coup pour faire un peu d'auto-promo, puisque si vous aimez le cinéma de genre australien, j'ai réalisé un bonus pour la sortie Blu-ray du film Body Trash chez Rimini. C'est disponible à la vente. Alors, Body Trash, c'est l'histoire d'un club de remise en forme qui teste une nouvelle vitamine sur des cobayes à leur insu. Sauf qu'ils vont tous se mettre à exploser de manière bien dégueulasse. Et dans le bonus, je vous parle du film, de ses liens avec l'Exploitation, avec la série B américaine et avec mon petit dada, l'Aerobic Exploitation. Voilà. Ah, je crois que c'était moi. Désolée, Dario. on a dit pas en public. Voilà, mais écoutez, vous tapez Body Trash Blu-ray sur Google, vous allez tomber très vite dessus. Là-dessus, Mylène, dis-moi, le Stabaton, c'est pour bientôt, il me semble. Oui, ça se prépare. Donc le Stabaton, c'est un festival, enfin, si vous savez pas, c'est un festival dédié aux slashers. On fait des nuits, des marathons dédiés à des franchises de slashers. Au slasher, comme disent certains. Au slasher. Et ça sera du 11 au 13 juillet au cinéma René Fallet à Dompierre-sur-Bèbe. Cette année, on est sur des slashers estivaux. On va passer Week-end de terreur, Psycho Beach Party en partenariat avec Extra Lucid Film, qui le sort en Blu-ray aussi. Et on va passer aussi The Final Girls, Sleepaway Camp 1, 2, 3, les destinations finales, sauf le 4 parce que c'est de la merde. Non, c'est faux. Il n'y a pas les droits des films. et voilà. Et là, on a ouvert la billetterie. On vend des passes donc pour le vendredi, le samedi, le dimanche et pour tout le week-end. Et les films sont aussi disponibles à l'unité. Et on a lancé notre merch aussi. Voilà. Et vous retrouvez toutes les infos sur www.stabaton.fr. Comment Lily, le site est stylé en plus. Parce que c'est elle qui a fait notre site. Ouais, alors s'il y a des devs parmi nos auditeurs, je suis désolée. Oh, il est stylé le site en vrai. Non, vous êtes gentil, voilà. Mathieu, toi aussi, t'as une petite actu. Il paraît que tu vas traîner du côté de Cinéma Interdit dans 1 ou 2 semaines maintenant.
Oui, c'est du 6 au 9 juin inclus. Et c'est à Paris, c'est au Club de l'Étoile. C'est le festival organisé par Az. C'est la 3e édition. Et cette année, c'est Amélie qui sera présente dans le jury. L'année dernière, c'était moi. Mais ça n'empêche pas que je serai aussi dans les parages. Donc voilà, si vous aimez les films ravagés, les trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ou les horreurs sur grand écran, on vous donne rendez-vous à ce moment-là, à Paris, du 6 au 9 juin. Il te reste des stickers jumpscare ? Et il me reste beaucoup de stickers jumpscare, donc n'hésitez pas. Et Dario, toi tu fais quoi ? Moi je pars bientôt en vacances, donc moi pendant le mi-juin jusqu'à fin juin, je pense que je serai pas là pour enregistrer les épisodes, mais je suis en train de préparer mes vacances et j'ai bien hâte. C'est tout. D'accord, bah écoute, bonnes vacances Dario. Là-dessus, Dario, en fait, son actu, c'est je vais rien branler pour moi. J'ai cru Dario allait dire je vais rester à Bâton. Allez, bisous. Mais non, je pars en Écosse, je vais sur les traces de Highlander. Waouh. Bah, écoute, tu viens de perdre Lily. Ah, ça l'a calmé là. Ouais. Voilà, et écoute, tu feras une petite bise à Connor McLeod pour moi. Là-dessus, chers auditeurs, nous allons nous quitter. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des pouces en l'air sur Spotify, Deezer, YouTube et Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Blue Sky @jumpscarecast, et on se dit à la semaine prochaine pour les rats de Manhattan de Bruno Mattei. À toutes. Bisous. Salut. Petit